Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous expliquer en quoi l'emploi de nombreuses couleurs sur sa palette s'avère plus judicieux que l'utilisation d'une palette limitée au strict minimum. Cette vidéo répond donc d'une certaine manière à la vidéo que j'avais consacrée à l'intérêt que représente justement l'utilisation d'une palette limitée. Je vous parlais notamment des possibilités presque infinies qu'offre l'emploi exclusif des 3 couleurs primaires, de blanc et parfois de noir. Si d'aventure vous ne l'aviez pas encore visionné, je vous encourage vivement à le faire, le lien s'affiche à l'instant. Mais aujourd'hui nous allons parler de ce qu'offre l'emploi d'un panel plus étendu de couleurs, et pour ce faire, il s'agira en premier lieu de déconstruire une idée reçue qui a la dent dure. Non, on ne peut pas obtenir toutes les couleurs existantes à partir des 3 couleurs primaires, de noir et de blanc. Ah bah si, c'est ce que tu disais dans l'autre vidéo. Non, tu vas voir, c'est une petite nuance, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ah, ok. Même s'il est vrai que l'on pourra s'approcher d'à peu près n'importe quelle teinte à partir de ces couleurs de base, l'on ne pourra pas toujours reproduire l'éclat unique de certains pigments particuliers, ni leur transparence d'ailleurs, comme je vous le montrerai dans quelques instants. En plus de cela, les primaires parfaites n'existent pas vraiment. Généralement, les couleurs dites primaires que proposent les différentes marques de peinture que l'on trouve dans le commerce s'en approchent sans pour autant parvenir à les reproduire fidèlement. Il suffit de comparer différents magentas ou différents cyans de différentes marques, et vous verrez bien que les couleurs ne seront jamais exactement les mêmes, ce qui pose quand même un gros problème. Car dès lors, l'usage exclusif de ces couleurs quasi primaires, elles-mêmes teintées, et loin de cette image fantasmée de pureté originelle de la couleur, ne pourra décemment pas suffire pour recréer l'ensemble des couleurs existantes. Et cela nous mène à une première solution qui permet d'élargir sa palette de départ. Je vous montre. Puisque nos couleurs primaires sont limitées, en quelque sorte, une stratégie que je recommande vivement à tous les débutants ou non débutants souhaitant progressivement passer d'une palette limitée à une palette moins limitée, consiste à doubler, voire tripler le nombre de nuances par couleur primaire. Autrement dit, en partant d'une palette contenant 2 ou 3 bleus différents, 2 ou 3 rouges et 2 ou 3 jaunes. Ici par exemple, j'utilise un jaune de cadmium, un jaune citron et un jaune citron de chrome. 3 jaunes différents donc. Un rouge cadmium, un carmin et un vermillon, mes 3 rouges. Un bleu céruléum, un bleu outremer français et un bleu de phthalocyanine, mes 3 bleus. Aussi, en plus de mon blanc de titane, j'ajoute un blanc de zinc. Et en ce qui concerne le noir, je me suis toujours limité au noir d'ivoire, mais il existe d'autres types de noir, comme le noir de Mars par exemple. Aussi, les couleurs que je viens de citer pour l'exemple ne constituent en rien une obligation, vous pouvez en employer d'autres, l'idée est simplement de réunir différentes nuances d'une même couleur. Et vous le voyez bien, cela apporte une variété indéniable à notre palette de départ. Chaque couleur possède son caractère propre, et cela se retrouve également dans nos mélanges. Prenons l'exemple du vert, et voyons ce que l'on obtient en mélangeant chacun de nos jaunes avec chacun de nos bleus. En les mélangeant à quantité égale, l'on se retrouve déjà avec 9 possibilités différentes. 9 verts totalement uniques, certains plus foncés, d'autres plus clairs, plus ou moins lumineux, tirant plus ou moins sur le jaune ou le bleu. Et ces verts ne résultent que de mélanges à parts égales. En modifiant les proportions de l'une ou l'autre couleur dans chaque mélange, l'on décuplerait le nombre de possibilités. Sans parler de ce que pourrait apporter une pointe de chaque rouge différent à chacun de ces mélanges. Cela offrirait au minimum 27 possibilités. Et à cela s'ajoutent encore les différences de résultats liées à l'ajout d'un blanc ou d'un noir. Et toutes les proportions étant modulables, on touche à l'infini. Un infini beaucoup plus grand que celui qui résulte de l'utilisation des 3 primaires, de noir et de blanc. Et là, j'entends déjà certains d'entre vous me dire « Oui, mais Valentin, l'infini c'est justement infini, il n'y a pas d'infini plus grand que d'autres. » Eh bien si, il y a des infinis plus grands que d'autres. Vous voulez une preuve? Ok, ben je vais vous la donner, vous l'aurez voulu, ok. Prenez l'ensemble des nombres naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il est infini, n'est-ce pas? Ok. Prenez maintenant l'ensemble des nombres naturels pairs, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Il est infini aussi. Ok, pourtant il y a plus de nombres naturels contenant donc des nombres pairs et impairs que juste les nombres pairs. Les deux sont donc infinis, mais l'un possède plus de nombres que l'autre et est donc plus grand. Voilà, c'est cadeau. J'ai rien compris, moi. Donc, les mélanges à base de plusieurs rouges, de plusieurs bleus et de plusieurs jaunes offrent à mon sens une infinité de possibilités plus grande que l'infinité de possibilités qu'offre l'emploi d'un rouge, d'un bleu et d'un jaune. C'est QFD. Je n'ai parlé que de la couleur verte pour l'exemple, mais évidemment, cette vaste étendue de possibilités et son caractère exponentiel existent dès lors pour toutes les couleurs possibles et imaginables. J'aimerais maintenant aborder un autre aspect très important qui justifie, à mon sens, l'achat de certaines couleurs spécifiques. Il s'agit de comprendre en quoi tout mélange déforce une couleur, et donc dans quelle mesure le résultat d'un mélange entre 2 ou plusieurs couleurs n'aura jamais le même éclat ni la même intensité qu'une couleur identique mais composée d'un seul pigment.
Je vais vous montrer tout ça, et commençons par aborder cette notion de pigment unique, de couleur dite monopigmentaire. Une couleur monopigmentaire est une couleur fabriquée à partir d'un seul et unique pigment. Je reviendrai certainement sur toutes ces notions dans une vidéo consacrée, c'est extrêmement intéressant, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que certaines couleurs sont, au contraire, fabriquées à partir de différents pigments. Ces informations se trouvent généralement sur les tubes de peinture. Voici un exemple concret. Ce tube de bleu de Sèvres indique que la couleur a été obtenue à partir de la combinaison de deux pigments, le PW4 et le PB15. Ces codes correspondent à des pigments. Dans ce cas-ci, par exemple, le PW4 correspond à un blanc de zinc, composé d'oxyde de zinc, et le PB15 correspond à un bleu phtalo, composé de phthalocyanine de cuivre. Le bleu de Sèvres de chez Blox est donc composé de ces deux pigments, et n'est donc pas une couleur monopigmentaire. Autrement dit, elle peut être obtenue par le mélange de deux couleurs. Autre exemple, c'est Indigo, qui est fabriqué à partir de trois pigments distincts. On voit bien qu'il est fait mention d'une addition PB29 plus PB15 plus PBK9, d'un mélange donc entre du bleu outre-mer, du bleu phtalo et du noir d'ivoire. Au contraire, certaines couleurs ne sont composées que d'un seul et unique pigment. Ce sont les fameuses couleurs monopigmentaires, à l'image de cette laque de Garance rose pâle. Sur le tube ne figure qu'un seul code, le PR149 qui correspond donc à un rouge de périlène. Même chose pour ce jaune cadmium fabriqué exclusivement à partir d'un même pigment, le PY35 correspondant à un jaune de cadmium. Eh bien ces couleurs monopigmentaires, quelles qu'elles soient, possèdent un caractère unique, un comportement unique, une opacité et une transparence unique que tout mélange viendra dérégler et perturber à coup sûr. C'est une notion très importante que j'avais abordée dans ma vidéo sur les couleurs éclatantes, et qui, dans certains cas, si l'on désire tirer parti du plein potentiel d'une couleur, de tout ce qu'elle a à offrir, justifie qu'il faille s'en procurer davantage. Vérifions cela à l'aide d'un exemple. Prenons ce magnifique bleu d'outre-mer foncé de chez Blox. Il s'agit d'une couleur monopigmentaire, comme nous l'indique le tube, et fabriquée exclusivement à partir d'un pigment bleu outre-mer composé d'aluminosilicate de sodium. Nous allons maintenant tenter de reproduire cette couleur à partir d'une palette réduite, et donc des trois primaires de noir et de blanc. Ainsi, je commence par mélanger du cyan avec du magenta. Enfin cyan, façon de parler, puisque ce bleu primaire de chez Sennelier n'a de primaire que le nom, et confirme ce que je disais en début de vidéo. Chaque marque propose des primaires, pas toujours primaires, mais soit, reprenons. J'obtiens ce bleu que je vais assombrir à l'aide d'une pointe de jaune, sa complémentaire. J'ajuste mon mélange en ajoutant par petites pointes l'une ou l'autre de mes couleurs de base, jusqu'à l'obtention de cette couleur, assez proche de mon bleu outre-mer monopigmentaire. En les mettant côte à côte, l'on se rend directement compte de la différence qui existe entre les deux. Regardez comme le résultat de mon mélange semble terne, peu lumineux et opaque comparé à la couleur originale, monopigmentaire, éclatante, lumineuse et souple. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et aucun mélange ne sera jamais à la hauteur d'une couleur conçue à partir d'un pigment pur, exploité au maximum de son potentiel et dont on ne dérange pas l'intégrité. Vous comprenez donc maintenant l'intérêt, lorsque l'on souhaite avoir accès à des couleurs les plus éclatantes possibles, de se constituer petit à petit un arsenal plus riche et varié. Aussi, je tiens à le dire, tout ce que je viens d'expliquer s'applique particulièrement à des couleurs de qualité un peu supérieure. C'est en effet la qualité du pigment, sa concentration, la qualité des matières premières utilisées et les méthodes de fabrication de la couleur qui garantiront son caractère exceptionnel, et tout ce dont on vient de parler. Ainsi, ce qui est vrai pour un tube d'extra fine le sera sans doute un peu moins pour une peinture d'étude moins qualitative. Cela coûte évidemment de l'argent, c'est pourquoi je vous conseille, si vous souhaitez élargir votre palette, d'y aller progressivement et d'investir petit à petit dans l'une ou l'autre couleur de qualité supérieure. Tout dépendra ensuite de l'usage que vous en faites. Par exemple, ce vert émeraude est sans doute la couleur la plus chère que je possède, quasiment 60 € pour ce petit tube de 35 ml. C'est vrai que c'est beaucoup, et en même temps j'en ai un usage limité. Je n'en mets pas partout, et je ne compte pas repeindre ma cuisine avec. En plus de cela, puisqu'il s'agit d'une couleur transparente, elle fonctionne très bien en glacis, ce qui ne nécessite finalement qu'assez peu de matières premières, et permet donc d'en faire l'économie. Voilà, j'espère que ces deux vidéos vous permettront d'y voir plus clair. L'usage d'une palette limitée possède d'immenses avantages et constitue à mon sens l'une des meilleures façons d'appréhender la peinture et les mélanges de couleurs lorsqu'on débute. Cela dit, cette façon de faire possède des limites qu'il me semble indispensable de pouvoir identifier. Et dès lors, en appliquant certaines stratégies dont j'ai parlé un peu plus tôt, il devient possible d'ouvrir sa pratique et d'accéder à un champ beaucoup plus vaste de possibilités. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, si ça vous a plu n'oubliez pas le petit pouce en l'air, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures, en attendant je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.
ça y est, je crois que j'ai compris.